Est-ce qu'il y a chez les Russes une angoisse existentielle d'être, vous le rappeliez, 150 millions dans ce pays immense, les fuseaux horaires, comme vous le disiez, alors qu'à côté, il y a ce voisin tellement puissant et tellement peuplé? Mais il y a l'angoisse de l'Asie. Ne vous y trompez pas, l'Asie, c'est assez effrayant. D'abord, la frontière, il y a une immense frontière. Il y a des territoires qui ne sont pas peuplés. La Sibérie n'est pas peuplée. Et si vous allez en Sibérie, moi j'y suis allé, et dans l'Extrême-Orient, c'est très impressionnant parce qu'on voit qu'il y a une espèce de perméabilité absolue, que les Chinois s'y sentent chez eux. Et je dirais que les Russes de l'Extrême-Orient se sentent de l'autre côté, chez eux aussi, plus qu'à Moscou. C'est-à-dire qu'il y a toute cette zone intermédiaire qui n'est presque ni russe ni chinoise. Et ça aussi, c'est très important pour l'avenir de la Russie. Elle doit la garder. Et elle ne la gardera que si Mao le veut bien, pas Xi Jinping le veut bien. Enfin, malgré tout, le regard qu'il jette sur la Russie est un regard peu compatissant. Et les relations avec Mao ont été très mauvaises et elles pèsent encore sur la conscience russe. La géographie parle. Gardons cette carte à l'image. Il y a une expression que vous utilisez souvent, c'est celle de Paul Valéry qui dit « Le grand risque pour l'Europe, c'est d'être le petit cap du continent asiatique ». Et c'est vrai que si on décale le regard, nous qui nous considérons comme le centre du monde, Périclès, la Grèce, 2500 ans d'histoire, etc., pour les Chinois, pas du tout. Eux, ils disent, nous, sur 3000 ans, on est plus anciens, on a encore plus de civilisation. Et effectivement, le risque, si on peut dire, pour l'Europe, est-ce qu'il est là présent d'être marginalisé? Ah ben certainement. Comment est-ce que nous communiquons avec l'Asie? On communique par l'espace russe. Et si l'espace russe se tourne vers l'Asie, ben nous n'avons plus de pont. C'est pour ça, justement, qu'il faut rétablir, je dirais, une vie internationale normale. Et cette vie internationale a complètement disparu. Nous avions, depuis la Seconde Guerre mondiale, un certain équilibre que nous connaissions. Il n'existe plus. La fin de cette guerre suppose que l'on s'attelle véritablement à la redéfinition de ce qu'est la géopolitique. Est-ce qu'il faut cependant lutter contre notre propre tentation conservatrice? Le c'était mieux avant. On a vu des gens, après la Première Guerre mondiale, qui regrettaient l'Autriche-Hongrie, qui était tout sauf une démocratie. C'était un régime policier assez imprésentable. Mais beaucoup de gens disaient « Ah, c'était bien, parce que l'Autriche-Hongrie, ça tenait tous ces peuples ensemble ». On a vu des gens regretter l'Union soviétique. Moi, j'ai vu sur ces plateaux des généraux français qui disaient « Ah, quand même, c'était bien l'Union soviétique, tout ça, ça les tenait ». Non, droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Non, mais aux États-Unis aussi. Et même, moi, j'ai entendu Kissinger me dire « C'est vrai, nous savons tous que c'était très confortable, le temps du monde coupé en deux. Les deux superpuissances, on savait où on en était. Et ça, c'est la vérité. » Est-ce que cette tentation existe aujourd'hui chez ceux qui nient un peu le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes en se disant trouvons des aires d'influence, il faut stabiliser tout ça à tout prix? On a toujours nié le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes a toujours été extrêmement mal vu. Il a fallu véritablement que les peuples se battent pour l'imposer. Ça a toujours paru, je dirais, une entreprise et un principe déstabilisateur. Donc il n'a jamais été en vogue. Et quand Lénine l'a agité, on a dit c'est pas étonnant, c'est une invention de ce révolutionnaire qui pense, avec ça, changer le monde. Hélène Carré-Dancause, vous incarnez la culture européenne. Combien de langues parlez-vous? Bien. Oui. 4. Oui. Alors, russe, français? Anglais. Allemand. Vous avez été à côté de femmes comme Jacqueline de Romy, qui incarnait aussi... Elle incarnait véritablement, je dirais, le contact avec les vraies racines de notre culture. Ça, c'était pour moi... Bon, elle se moquait de moi parce que j'avais fait, comme tout le monde, du grec et du latin, mais elle me disait, et alors, comment vous me traduiriez ça? Et je dirais que je regardais ça avec consternation. C'était quelque part dans le lointain de mes souvenirs. Péniblement, je tâtonnais. Mais elle disait, ça ne fait rien. Dès lors qu'on a eu un contact avec ces cultures, on a absorbé toutes les cultures qui se sont construites dessus. Est-ce qu'il y a une inquiétude historique, c'est le fait de la géographie, de la démographie aussi, de ce monde qui bouge, que ce monde-là recule et que le monde soit de plus en plus africain, chinois, indien, brésilien, et de fait, c'est le droit aussi de tous les peuples d'avoir leur heure de gloire? Non, mais je crois que, si vous voulez, ce que nous avons raté, d'abord, on a raté la fin de la guerre froide, mais ce que nous avons raté aussi, c'est la conscience que le monde n'est pas simplement occidental. Et pourtant, il y a longtemps qu'on aurait dû s'en apercevoir. On aurait dû s'en apercevoir déjà au moment de la conférence de Bandung, on aurait dû s'en apercevoir en 1921, au moment du congrès de Bakou,
qui était destiné à réunir autour de l'idée révolutionnaire les peuples dominés, c'est-à-dire que l'idée de peuples qui avaient souffert de la prééminence du monde occidental telle qu'elle a existé pendant des siècles, leur entrée dans ce que Lénine appelait, il avait une très jolie phrase, l'entrée des peuples sur la scène de l'histoire. Eh bien, ces peuples maintenant sont sur la scène de l'histoire. L'Afrique, elle est au cœur de la scène de l'histoire, comme l'Asie. Et il est évident que le problème maintenant, c'est que le monde occidental trouve sa place là-dedans. Autrefois, c'était les autres qui avaient trouvé leur place. Aujourd'hui, c'est au monde occidental. Et je crois qu'il y a tout de même deux éléments pour comprendre ce monde. D'abord, c'est la géographie. C'est une chose, ce qui me frappe. Personne ne savait, quand la guerre d'Ukraine a commencé, d'abord, on ne savait déjà pas où était l'Ukraine, mais personne ne savait que c'était un très grand pays, plus grand que la France. C'était le plus grand espace européen, pratiquement avant la réunification allemande, le plus grand pays d'Europe territorialement. C'était un pays aussi fort peuplé, comme la France. Bon, tout ça, on ne le sait pas. Et la géographie, déjà, ça aide à comprendre les problèmes. C'est ce que disait le général de Gaulle. Et puis l'histoire. Si on ne s'appuie pas véritablement sur ce que l'histoire nous a montré, eh bien, nous ne comprenons pas ce qui se passe. Merci Hélène Carré-Dancos. Il y a un mot de Gaulle pour parler de géographie. Il dit la culture générale, c'est la meilleure école du commandement. Et on voit à quel point, là, dans cette guerre, les plus informés, ceux qui ont le plus de culture, sont peut-être les meilleurs combattants, contrairement aux préjugés. Eh bien, on peut dire que Vladimir Poutine n'a de toute évidence pas de vraies connaissances géographiques et pas de vraies références historiques. Hélène Carré-Dancos. En tout cas, qui ne comprend pas ni l'un ni l'autre. Restez avec nous pour accueillir un instant Alain Frachon, qui est un des meilleurs spécialistes de la Chine, parce que c'est un autre des événements du jour. On l'a mentionné avec vous, le congrès du Parti communiste chinois. Merci de nous rejoindre, Alain Frachon. Le Parti communiste chinois, c'est hybride de l'héritage communiste et de l'amour du commerce et de l'argent. Il a le pouvoir depuis 10 ans. Il règne sur 1,4 milliard d'êtres. Il est un allié très relatif de Vladimir Poutine et il exprime sa volonté de puissance face à l'Occident. Bonsoir Alain Frachon. Bonsoir Darius. On évoquait avec Hélène Carré-Dancos le fantôme de Staline, l'autre fantôme, Mao Tse-tung. Il est présent là à Pékin en ce moment. Sans doute, oui, parce que, juste un point de précision, je ne suis pas un spécialiste de la Chine, malheureusement. Pour être vous êtes un connaisseur, connaisseur. Le mot vous va. Je lis les spécialistes de la Chine, pour être tout à fait. Oui, il était là, parce que on attendait de Xi Jinping un discours où devant ce congrès, qui doit lui donner un mandat supplémentaire, parce qu'il a fait changer la Constitution pour pouvoir avoir un mandat supplémentaire. Donc c'est encore lui pour 5 ans, peut-être 10 ans même, à l'horizon politique chinois. Mais oui, il n'a pas parlé d'économie dans son discours. Il n'a pas ou très peu parlé de la relation avec les États-Unis. Il a très peu parlé du Covid. Il a très peu parlé de la situation difficile en ce moment. Il n'a pas parlé de la Russie. Il n'a pas parlé de l'Ukraine. Il a parlé d'une seule chose. Son discours est axé sur « il faut que nous menions une bataille idéologique, à commencer par l'intérieur de la Chine ». Ce que j'ai fait, c'est-à-dire la campagne anticorruption, la répression de toute dissidence, le contrôle d'Internet, la primauté donnée au secteur public sur les entrepreneurs privés qu'on marginalise. Ce que j'ai fait, je l'ai fait parce que le parti était fragile, il allait mal. Or, il n'y a pas de Chine sans le parti. Il a répété son motif, le parti au nord, au sud, à l'est et à l'ouest. Ces deux mondes, quand on rappelle Mao et Staline, un dernier mot, Hélène Carré-Dancos, sur ces deux grands fantômes, on est au 21e siècle, 2022, et on voit à quel point ils reviennent dans notre univers historique et mental. Ils ont tout de même dominé, tous les deux, le siècle passé, et leur querelle a été un élément véritablement dévastateur de nos idées, parce qu'on avait l'idée d'un monde communiste tout à fait, pardon, je ne vais pas empiéter sur votre domaine, mais ça reste tout à fait présent. Merci beaucoup Hélène Carré-Dancos. Merci d'avoir été notre invité ce soir. Merci beaucoup. Et nous poursuivons la conversation avec vous, Alain Frachon, sur ce phénomène de la Chine alliée jusqu'à quel point de la Russie. On va y revenir très en détail et grâce à votre livre notamment sur l'ère des dictatures. Mais d'abord le combat de terrain. On revient cette fois au terrain le plus immédiat parce que ce bras de fer, il se livre aussi sur le terrain. Donetsk, quand on parlait de géographie avec Hélène Carré-Dancos, c'est une ville dont beaucoup de gens ne connaissaient même pas l'existence il y a quelque temps. Or, elle est là, au centre de cet affrontement. C'est à Donetsk que l'Ukraine a réussi à frapper la Russie. C'est hautement symbolique parce que ce territoire-là
vu des Russes, c'est la Russie. Ça fait 15 jours seulement que Vladimir Poutine a proclamé Urbi et Orbi que pour lui c'était la Russie, contre évidemment l'avis de la communauté internationale qui ne reconnaît pas l'annexion. Naturellement, c'est exactement le scénario auquel on pensait. Maintenant, la guerre qui se poursuit, les Ukrainiens estiment que c'est l'Ukraine, c'était la frontière internationale de l'Ukraine, telle qu'elle a été déclarée en 1991. C'était la frontière, je vous le rappelle aussi, que les Russes se sont engagés, non seulement ils l'ont reconnue, mais ils se sont engagés à la défendre, à en garantir l'inviolabilité en 1994. Lorsque l'Ukraine a cédé ses armes nucléaires à la Russie, puisque la Fédération de Russie voulait récupérer toutes les armes nucléaires qui étaient disséminées alentour. Donc, oui, alors, Poutine dit, maintenant c'est la Russie. Et ça change effectivement le profil de la guerre, comme vous disiez, comme vous l'expliquiez. C'est-à-dire que maintenant, c'est une agression contre la Russie. Alors, tous les moyens sont possibles pour défendre le territoire national. On va retomber, on va revoir peut-être à nouveau une vague de bombardements lourds avec des missiles de croisière, comme on a eu il y a quelques jours, ou il y a quelques semaines, il y a quelques jours en fait. Donc, oui, on voit bien que le profil de la guerre a changé. Et sur un point clé, qui est que même la partie du Donbass que l'armée russe contrôle, eh bien, elle a du mal à en assurer le contrôle. Non seulement elle ne contrôle pas tout le Donbass, mais même dans les secteurs qu'elle contrôle, elle subit la contre-attaque de l'armée ukrainienne. Est-ce qu'on mesure là une supériorité occidentale? On évoquait à l'instant tout ce que l'Occident a perdu en termes d'influence, de démographie, etc. Mais dans la précision technique, et d'ailleurs dans la précision des armes, il se passe là quelque chose qui est encore du côté de l'OTAN, très visiblement. Aujourd'hui même, ces images de livraison, ce sont des drones marins britanniques. Et c'est une manière de rappeler aussi à quel point le Royaume-Uni fait beaucoup pour l'Ukraine. D'ailleurs, Boris Johnson, maintenant parti du pouvoir, il est adoré en Ukraine. Il est citoyen d'honneur d'Odessa, etc. La haute technicité occidentale, otanienne plus précisément, elle fait une différence. C'est quelque chose de très dur pour Vladimir Poutine, parce qu'il nous a entretenus, et on le croyait volontiers, dans l'idée qu'il avait peut-être la deuxième ou la troisième armée du monde, la plus performante. Alors on sait qu'il a des missiles extrêmement performants, on sait qu'il y a des bombardiers à rayon d'action qui sont très, très performants. On connaît naturellement le statut de la Russie comme puissance nucléaire, première ou deuxième puissance nucléaire, à égalité avec les États-Unis, chacun ayant 1500 ogives dites stratégiques, c'est-à-dire capables de détruire une capitale à 5000 ou 6000 km de distance, plus un armement nucléaire tactique de moins grande intensité et de plus faible portée. On sait tout ça. Mais on pensait que l'armée de terre était aussi moderne. On pensait qu'elle pouvait mener les opérations telles qu'on les mène aujourd'hui, avec le renseignement par satellite immédiatement sur le terrain, avec une coordination avec l'aviation, avec les autres armes. Et pas du tout. On a vu arriver le 24 février, maintenant, je crois qu'on entre dans le 6e mois. On va atteindre 8 mois. Non, on a 8 mois de la guerre. On a vu arriver le 24 février, au fond, des jeunes soldats qui étaient, semble-t-il, très peu motivés, qui ne savaient pas forcément où ils étaient, ni pourquoi ils se battaient, qui n'avaient pas d'eau, le ravitaillement n'arrivait pas, il n'y avait pas de munitions. On leur demande de foncer sur Kiev à un moment où c'est le dégel, et donc les blindés s'enlisent. Et là, ils sont décimés par des drones d'origine turque, faits par une société que dirige le gendre du président Erdogan, le président de la Turquie. Et puis ensuite, ils subissent l'assaut, ils subissent la contre-attaque d'une armée de terre moderne. Pas simplement dans les armements, mais aussi dans le type de manœuvre qu'il faut mener, très décentralisé, avec un commandement complètement décentralisé. Et on voit bien toute la différence. C'est pas seulement les armes occidentales, c'est comme vous l'avez dit d'ailleurs, c'est d'abord la communication, c'est-à-dire les relais satellitaires américains et autres, le renseignement est immédiat. Rappelons, au niveau du bataillon. L'affaire Snowden, le moment où on a compris que les Américains espionnaient le monde entier à un degré inouï. Ils savent exactement où est ma feuille, où est la vôtre, la distance. Voilà, surtout la mienne. Surtout la vôtre. Et on a vu le mauvais côté de ça, évidemment. C'est un espionnage souvent déloyal économiquement, impropre à l'égard de leurs alliés, déloyal à tout point de vue. Et en même temps, quand il s'agit, par exemple, pour les Ukrainiens de se défendre, c'est une aide très précieuse. Voilà, un mouvement de chars côté russe, ils le savent. Ils le savent. Alors naturellement, c'est une guerre qui se passe aussi à longue distance, à portée d'artillerie.
L'artillerie russe est extrêmement puissante, elle est nombreuse. Mais en face, alors qu'il y a moins de pièces d'artillerie, c'est une artillerie aussi ultramoderne qui bénéficie des renseignements que vous évoquez, qui est donc plus précise, même si elle tire moins, et même si, sur le papier, elle est inférieure à l'artillerie de la Russie. Vous évoquiez ces images, et on y revient tout à l'heure. Hélène Carré-Dancos évoquait même le souvenir des grandes mutineries, le cuirassé Potemkin. Alors là, c'est la viande avariée qui fait que sur le cuirassé Potemkin, en 1905, on se révolte. Vous vous souvenez de Eisenstein, l'escalier aussi. L'escalier, évidemment. Est-ce que quelque chose de ça peut avoir lieu aujourd'hui? Est-ce que, selon vous, dans cette armée, il peut y avoir une débandade à ce point-là? Moi, j'appartiens aux journalistes prudents, aux observateurs prudents. C'est-à-dire que je n'ai aucun élément pour spéculer. Je sais qu'il y a eu à la télévision russe, dans les émissions de télévision russe, des militaires. Je sais qu'il y a eu au Parlement russe des élus militaires, au moins l'un d'entre eux, qui ont critiqué la manière dont Poutine avait mené la guerre, qui considéraient qu'il n'engageait pas assez de moyens, que les militaires n'étaient pas assez préparés, que l'armée de terre était en bien mauvais état. Je sais qu'il y a eu tout ça. Mais que se passe-t-il vraiment au sein du pouvoir au Kremlin? J'ai tout de même le sentiment, même si je lis et j'écoute beaucoup de gens, que c'est très opaque. C'est extraordinairement opaque. Et je pense que si j'étais un gouvernant et que donc si mes actions avaient une conséquence, eh bien je ne parierais pas sur ce type de scénario. Ça me paraît beaucoup trop aléatoire. On est d'ailleurs dans une situation intéressante parce que certes le pouvoir au Kremlin est opaque, mais il l'est aussi à Kiev. On ne sait pas s'il y a des débats à Kiev. Pour le moment, le sentiment, la perception, c'est tout le monde est unanimement derrière le président Zelensky. Après la guerre, on verra. Mais ce n'est pas le moment de se diviser. C'est la sensation qu'on a. On peut pourtant imaginer qu'il doit y avoir des débats sur qu'est-ce qu'on fait maintenant, comment on arrive au bout d'un an, au bout de 8 mois de bataille, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on change de stratégie, de tactique, ou au contraire, est-ce que ça nous réussit pour le moment, mais méfions-nous, ça peut se retourner contre nous lorsque les hommes qu'a mobilisé Poutine vont arriver dans le Donbass. Et ils vont arriver dans le Donbass. Tout ce qu'on voit de la Russie, ce que vous vous rappelez, les scènes hallucinantes de cette armée tellement mal préparée et en même temps cette superpuissance nucléaire, est-ce que c'est de nature à rassurer, parce qu'on se dit finalement c'est un ennemi moins terrible que ce qu'on imaginait, ou au contraire à nous inquiéter en se disant c'est une bombe aux portes de l'Europe, parce qu'il y a une instabilité qui est terrifiante? Alors, on ne peut pas dire qu'il y a une instabilité politique. Quand Poutine décrète la mobilisation, elle a lieu, de bon ou de mauvais gré. Bon, ça se passe très mal. Ça se passe très très mal, mais enfin, elle a lieu. Lorsque Poutine dit « j'arrête la mobilisation », comme il a fait cette semaine, ça va, j'ai 120 000 hommes, ils vont petit à petit s'installer dans le Donbass, ça va avoir lieu. Lorsque Poutine décide, après le bombardement sur le pont qu'ont construit les Russes entre la Russie et la Crimée, le pont de Kerch, ne garantit pas la prononciation, et qu'il dit on va répliquer très durement par une attaque bien précise, des bombardements lourds à 8 h du matin, un lundi matin, quand les enfants vont à l'école et quand les gens vont au bureau et qu'il y a des embouteillages, le bombardement a lieu. Et je ne vois pas de signe, Darius, qui montrerait une manière de fragilité du pouvoir. Est-ce que ça signifie qu'on sous-estime la capacité d'encaisser de ce genre de régime? On le voit aussi avec le régime iranien, qui est très menacé actuellement. On le voit avec le régime chinois. C'est votre livre, L'ère des dictateurs, que je recommande vraiment pour comprendre ce qui se passe en 2022. Un autre monde, l'ère des dictateurs, c'est chez Perrin. Ces régimes durs à un point extrême, policiers à un point extrême, mais qui peuvent encaisser un certain nombre de coups, qui peuvent aussi changer tout à coup avec une forme de pragmatisme étonnant, changer de stratégie, plus peut-être même que nos démocraties. C'est possible, mais ce sont des machines lourdes. La République islamique a 43 ans. Je pense que là, elle est défiée comme elle ne l'a jamais été par les femmes. C'est-à-dire par ce qui permet de manifester la fusion de la mosquée et de l'État. Elle est manifestée dans son cœur. En ce qui concerne la Russie, vous avez affaire à un autre phénomène. C'est la capacité de résistance de la Russie. Elle est due aussi au fait que c'est un pays riche, certes, mais habité par des gens pauvres.
C'est un pays pauvre. Ce n'est pas une société de consommation comme nous. Tout l'argent, on y a été, on l'a vu. Il y a 2 villes magnifiques, c'est Saint-Pétersbourg et Moscou. Il y a une tolérance à la pauvreté. Oui, il y a une endurance aux sanctions et une endurance au type mal, de régime. et au mal en général. Il y a une endurance au mal et à la tyrannie dont nous n'avons pas l'expérience. Il y a des témoignages de prisonniers du Goulag qui racontent ceux qui venaient de très à l'ouest vivaient des scènes terrifiantes, et ceux qui venaient de plus à l'est se disaient « Ah, mais c'est pas mal, on a quand même une soupe qui n'est pas trop froide. » Et il y a quelque chose de terrifiant là dans l'idée que plus on va à l'est, plus les conditions, comme vous dites, conditionnent une endurance terrifiante. Voilà. Et de ce point de vue-là, la Russie a des capacités de résistance que nous n'avons probablement pas. Absolument. De résistance au mal. Pays riche, potentiellement le plus riche du monde. Il y a tout. L'agriculture, le pétrole, le gaz, les métaux précieux, des gens qualifiés, une grande tradition dans la science, dans la mathématique, dans l'aéronautique. Et ils sont 142, 148 millions de Russes. Et le PIB est inférieur à celui de l'Espagne, où il doit y avoir 40 millions d'Espagnols, ou 45 millions d'Espagnols. Et est-ce qu'un effondrement, s'il avait lieu, on l'a compris, c'est une hypothèse parmi d'autres, mais est-ce qu'il est dangereux? Est-ce que la Russie démembrée, et tout aussi peu démocratique qu'aujourd'hui, serait encore plus dangereuse que la Russie telle qu'elle est? C'est une question que les États-Unis, j'ai étudié ça en faisant un livre sur les États-Unis et la Chine, se sont posés à propos de la Chine. Et l'unanimité côté américain, c'était de dire on ne peut pas souhaiter une sorte de guerre civile en Chine. On ne peut pas souhaiter, d'abord il y a trop de gens, c'est trop important, et on ne sait pas ce que ça donnerait, on ne sait pas où ça pourrait aller. Et donc il y a des limites à la critique d'un pouvoir central fort. Je vous parle de là, c'était il y a une dizaine d'années. Moi je crois que dans le cas de la Russie, vous avez le même raisonnement. Non pas parce que... je ne vois pas de risque de démembrement, pas de la Fédération de Russie. De la zone d'influence russe, certainement. Et on l'a vu ces derniers jours. On a vu les républiques d'Asie centrale dire à Poutine, écoute, c'est fini. Et devant lui, face à face, comme nous parlons, c'est fini la domination de l'influence russe sur toute l'Asie centrale. Et on l'a vu, le Tadjik, qui ose tenser Vladimir Poutine. Exactement. Mais en revanche, au sein de la Fédération de Russie, je crois que tout le monde aurait peur d'un pouvoir central à cause de la maîtrise de l'armement stratégique nucléaire. Est-ce que ça ne témoigne pas de l'ambiguïté que beaucoup d'entre nous éprouvent au fond d'eux-mêmes? C'est-à-dire, on a envie que les peuples s'émancipent et le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, que chacun prenne sa liberté, et en même temps, les mêmes vous disent « Ah, la Chine, si ça pouvait rester quand même dans l'ordre, c'est pas mal ». Et on voit d'ailleurs dans des milieux de droite, qui sont souvent les conservateurs, de la même manière que des milieux de gauche, pour des raisons différentes, parfois des caractères pro-chinois étonnants. Les relations entre États sont ce qu'elles sont, et il faut les prendre telles qu'elles sont, et non pas telles que nous pourrions les rêver. Et donc, elles sont ce qu'elles sont. Les rapports de force sont ce qu'ils sont. Quand vous avez un pays qui a 1500 ogives nucléaires, ça conduit d'une certaine manière, ça détermine les relations que vous allez avoir avec lui. La Russie ne va pas disparaître. Poutine, nous n'en savons rien. Mais la Russie ne va pas disparaître. Elle ne va pas non plus voir son arsenal nucléaire soudainement démantelé dans une négociation avec les États-Unis. Peut-être, mais pas demain en tout cas. Peut-être, mais pas demain. Et donc, par définition, les voisins de la Russie, l'Europe démocratique, les démocraties européennes, ont, oui, ce type de limite dans les souhaits ou dans la politique qu'ils peuvent conduire à l'adresse de la Russie, absolument. On va en venir à la Chine, mais précisément, mais quand on voit les images qui sont en train de défiler, il faut rappeler ce moment que vous avez décrit, et vous êtes certainement un des journalistes dans le monde qui l'ont le mieux décrit, c'est-à-dire cette alliance qu'il y a eu entre Poutine et Xi à un moment très précis, en février, où ils se sont épaulés. Malgré leurs arrière-pensées, ils se sont alliés. Alors les Chinois ne diraient pas alliés, parce que les Chinois n'ont pas d'alliance. Oui. L'Empire du Milieu n'a pas besoin d'alliance. Il n'en a pas besoin que les barbares se débrouillent entre eux. Mais nous n'avons pas besoin d'alliance. Oui, les barbares, c'est nous, entre autres. Les barbares, c'est nous aussi. Oui, absolument, les Russes aussi, c'est les barbares aussi. Bon, il se trouve qu'il y a le 4 février ce document étonnant que signe Poutine lorsqu'il va aux Jeux Olympiques d'hiver en Chine, et cette longue conversation avec Xi Jinping, et un communiqué qui naturellement avait dû être préparé soigneusement à l'avance, dans lequel ils assurent leur amitié sans limite, sans plafond, disent-ils. Et cette amitié, au fond, elle a rencontré des limites, parce qu'on peut imaginer que
Xi Jinping est atterré par ce qui se passe en ce moment et par ce que fait Vladimir Poutine en Ukraine, pour plein de raisons. D'abord, ça ne facilite pas la reprise économique. Ensuite, il n'a aucune envie de passer pour un grand dirigeant qui s'est allié avec un dirigeant qui commet des bourdes stratégiques énormes et qui bombarde son voisin alors que son voisin ne le menaçait pas. Ouais. Donc ça doit paraître absolument absurde aux Chinois. Toucher aux frontières aussi, ça n'est pas quelque chose qu'ils aiment. Absolument. Alors là, toucher aux frontières, tout désordre, de toute façon, n'est pas bon. Comme tout bon commerçant. Les commerçants n'aiment pas le désordre. Que ce soit les printemps arabes, les révolutions oranges, le Parti communiste chinois est pour l'ordre, le calme dans la rue et l'ordre. Et donc, il doit voir ça, il doit être atterré devant ça. Mais il y a cependant, et ils l'ont fait savoir à leur manière. Bien sûr, ils se sont abstenus au moment des votes à l'ONU, mais ils l'ont fait savoir lorsqu'il y a eu cette réunion du club de Shanghai, qui concerne essentiellement les pays d'Asie centrale. Ils l'ont vraiment fait savoir à ce moment-là. Et est-ce qu'il n'y a pas, une attitude qui est tout à fait générale dans l'humanité, qui est simplement l'opportunisme? C'est-à-dire, si Vladimir Poutine avait réussi à prendre Kiev, si Volodymyr Zelensky s'était enfui, comme beaucoup l'imaginaient, les Chinois, sans doute, seraient beaucoup plus derrière Moscou, mais ça ne s'est pas passé comme ça. Et c'est probablement ce que lui a vendu Poutine lorsqu'il lui a parlé le 4 février à Pékin. Il lui a dit « je vais faire une opération qui va ressembler à une opération qu'ils avaient faite au Kazakhstan quelques semaines avant ». Le pouvoir à Kiev va s'effondrer, ils vont partir à l'étranger, ils vont s'installer en Pologne ou aux États-Unis. Et nous avons des amis ukrainiens qui vont prendre le pouvoir. Ça ne sera pas une guerre, ça sera une opération de police internationale, avec 120 000 hommes quand même et des chars. Mais ça sera une opération de police internationale. Il a dû lui vendre quelque chose comme ça. Et ça s'est évidemment pas du tout passé comme ça. Et Xi Jinping n'a pas envie de s'acoquiner avec un dirigeant qui a comme ça une relation à la réalité totalement farfelue, totalement délirante. Mais il y a quand même un bout de chemin qu'ils feront ensemble. Ils feront un bout de chemin ensemble, mais on l'a vu il y a encore 2 semaines à Genève, à la Commission de l'ONU des droits de l'homme. C'est une bataille pour diminuer l'influence du monde occidental ou du monde démocratique, mais disons du monde occidental, sur les institutions internationales et sur la manière dont marche la vie internationale, dont marchent les relations entre États. Ils se battent pour que l'autocratie, et ça ils sont d'accord là-dessus, est aussi légitime que la démocratie, et il faut arrêter de critiquer l'autocratie dans les enceintes internationales au nom de la charte de l'ONU ou de la Déclaration universelle des droits de l'homme qui la précède mais qui a la même valeur. Il faut arrêter ça. Et deuxièmement, il faut aussi comprendre que les grandes puissances comme la Russie et la Chine ont droit à une zone d'influence. Et que certes, nous sommes, très attachés à notre souveraineté, à l'inviolabilité de notre souveraineté, mais dans notre zone d'influence, les pays qui ont le malheur ou le bonheur d'être dans notre zone d'influence, eh bien, leur souveraineté n'est pas illimitée. Ils ne peuvent pas aller ou choisir des chemins qui sont contraires à nos intérêts stratégiques. L'autorité, vous l'avez dit, voyons les images du jour. Xi Jinping, c'est son jour de gloire. Il est au pouvoir depuis 10 ans. Il est au pouvoir depuis 10 ans. Là, il re-signe, si j'ose dire, pour combien de temps? Pour 5 ans au moins. 15 ans, si ça va jusqu'au bout, à la tête de cet immense empire, 1,4 milliard, on le rappelait. Et vous l'avez dit, l'autorité. L'idée d'autorité, c'est le thème de votre livre et c'était omniprésent là, dans ce discours. Absolument. Ce discours est consacré à ça. Ce discours est consacré à la manière dont il a repris en main le Parti communiste chinois, qui, disait-il, avant moi, était beaucoup trop préoccupé par l'enrichissement matériel des dirigeants ou de leurs amis, avait beaucoup trop de relations de type népotique avec le secteur privé. Il fallait remettre le parti dans la bataille idéologique qu'il doit mener, faire comprendre aux Chinois toute la supériorité du socialisme aux caractéristiques chinoises, les remettre au travail idéologique, qu'ils soient étudiants, écoliers, fonctionnaires, voire même dans le secteur privé. On augmente la participation du Parti communiste au conseil d'administration et il y a des leçons idéologiques comme du temps, vous évoquiez Mao Tse-tung. Et donc, c'est à ça qu'il a consacré son discours. Comment comprendre ce monstre au sens étymologique du terme, où vous avez à la fois le capitalisme le plus effréné, ce qui reste de l'autorité marxiste Parti communiste, et puis maintenant la nouvelle technologie, à un point extrême qui fait que ce régime policier a des moyens sans précédent.
C'est un cocktail invraisemblable. C'est un cocktail qu'on n'a pas su prévoir, imaginer, décrire. Dans l'esprit des présidents américains, comme le président Bush père ou le président Bill Clinton, par exemple, si vous additionnez progrès matériel, urbanisation de la population, et la Chine est maintenant un pays, les Chinois vivent en ville, je crois, à plus de 70%. Ça devrait donner la démocratie. Comme à Téhéran, comme en Iran, 80% des Iraniens vivent en ville. Plus la création d'une classe moyenne, plus une économie ouverte sur l'extérieur, mathématiquement égale libéralisation du régime, d'une manière ou d'une autre. Ça s'est passé comme ça pour nous, il n'y a pas de raison que ça ne se passe pas comme ça pour eux. Plus la foi qu'ont eu des dirigeants comme Bill Clinton et son vice-président, la foi qu'ils ont eue dans la propédeutique, par Internet. Enfin, Internet allait universaliser toutes les idées fortes, véhiculer toute la culture populaire américaine, qui elle-même véhicule une certaine idéologie, etc. Et au lieu de ça, c'est la répression, c'est la police. Précisez bien sur ces images la puissance, le crédit social. C'est un des acquis du règne de Xi Jinping, c'est le fait que quelqu'un qui commet une infraction routière, par exemple, ou qui vole quelqu'un dans un magasin là, sa tête est repérée et de façon quasi automatique, son crédit social sera diminué. Alors, ça existe, mais de manière expérimentale, je crois, dans 2 régions seulement encore. Mais enfin, c'est bien l'intention. Déjà, en Chine, si vous voulez, vous ne pouvez payer qu'avec votre téléphone. Donc, j'imagine que les banques, le secret bancaire vis-à-vis du pouvoir central doit être assez diminué. Donc, si les banques veulent faire un profil du type de consommation que nous faisons, elles peuvent le faire. Si vous voulez acheter un billet d'avion, mais que la banque ne veut pas que vous sortiez du pays, vous ne sortirez pas du pays et vous serez arrêté à l'aéroport. Et donc, au fond, le numérique a été un instrument de contrôle social comme on ne l'avait pas du tout imaginé. Le numérique au service de l'idéologie. Rappelons le Petit Livre Rouge, ça a été longtemps le livre le plus imprimé dans l'histoire de l'humanité, en concurrence avec la Bible. Le Petit Livre Rouge, une des maximes de Mao, tout citoyen chinois doit oublier ses propres intérêts et donner constamment la priorité à l'intérêt collectif. L'individu n'est rien, le peuple est tout. Ça pourrait être du Xi Jinping. D'ailleurs, il est le dirigeant chinois que nous avons connu, nous, depuis Deng Xiaoping, disons depuis les réformes en Chine, depuis 1978, qui fait le plus souvent référence à Mao. Ça aurait pu être du Xi Jinping. Ça ressemble à Xi Jinping. Dans ce discours-là auquel nous faisions allusion, qu'il a prononcé aujourd'hui ou il y a quelques heures, dans ce discours, il a répété une nouvelle formule qu'il avait utilisée lors du 100e anniversaire de la création chinoise, une nouvelle forme de civilisation humaine. C'est vous dire à quel point nous nous trompons lorsque nous pensons qu'un dirigeant comme Xi Jinping, et ce serait vrai aussi de Vladimir Poutine, est pragmatique, au fond, ne cherche que des arrangements, n'est intéressé que par le développement économique. Non, il y a un élément idéologique très fort et nous avons du mal à accepter ça. Est-ce qu'on se trompe aussi quand on mésestime leur volonté prosélyte? On a beaucoup dit, les meilleurs sinologues souvent vous disaient, les Chinois ne veulent pas s'étendre, ils veulent s'intéresser à la Chine. On voit à quel point ils se sont trompés. Beaucoup de spécialistes de la Russie vous disaient, la Russie, il n'y a pas de tradition en dehors de leurs frontières, ils veulent contrôler leur territoire, mais en dehors de ça, ne vous inquiétez pas. On a vu le résultat. Tous se sont trompés. Sans parler de l'Afrique. Les Russes, c'est de l'Afrique. On le voit effectivement en Afrique. Est-ce que là encore, on risque de se tromper? C'est-à-dire qu'il y a une volonté de domination chinoise qui va bien au-delà simplement que de commercer un peu avec les uns et les autres. Il faut reconnaître que jusqu'à Xi Jinping, et c'est là où c'est un marqueur historique, l'arrivée de Xi Jinping, jusqu'à Xi Jinping, ses 2 prédécesseurs, ou disons ses 3 prédécesseurs, Deng Xiaoping, Hu Jintao et Jiang Zemin, ont joué le jeu de profil bas sur la scène internationale. Tant que nous ne sommes pas une forte puissance, c'est pas la peine d'aller donner des leçons à tout le monde. C'est fini là. Bas, ils parlent toutes les langues, ils sont ambitieux. Xi Jinping est le premier à avoir inscrit dans un de ses discours, je ne me souviens plus quel congrès exactement, c'est en bas de page, c'est à l'adresse de nos amis africains, regardez comment nous avons réussi, regardez, il fait la promotion du modèle chinois. Le poids du sang, on parlait tout à l'heure de Staline, il faut rappeler à quel point ce régime est couvert de sang. Les grandes famines de Mao Tse-tung,
qui ont amené, personne ne sait combien de morts. Est-ce que c'est 15 millions, est-ce que c'est 30 millions? C'est tellement immense que personne ne le sait exactement. Et là, comme en Russie, tout ça n'a jamais été jugé. Il n'y a jamais eu de Nuremberg de ces crimes-là. Il n'y a jamais eu d'évaluation précise par ces régimes. Le poids de l'histoire, oui. Il y a une histoire qui a été révisée récemment du parti, sur laquelle Xi Jinping a mis son tampon. Mais il faut regarder Xi Jinping aussi pour ça. Il y a pu y avoir, sur Hu Jintao ou sur Jiang Zemin, des moments de relative ouverture, où le passé maoïste a été regardé, notamment la révolution culturelle, plus encore que les expérimentations de communes qui ont provoqué une famine atroce. Mais il y a eu de ça. Avec Xi Jinping, c'est terminé. Lui, il reprend tous les manuels d'histoire. Et les manuels d'histoire sont épurés. Et le bilan de Mao Tse-tung est globalement positif. Ils sont épurés. Un jeune Chinois n'apprendra pas à l'école ce qui s'est passé à Tiananmen en 1969. Les seuls Chinois qui l'apprenaient encore, en dehors de Taïwan, c'étaient les jeunes écoliers ou étudiants de Hong Kong. C'est fini. On a changé les manuels d'histoire. Rappelons ça, effectivement. 1989, pour nous, Européens, c'est surtout évidemment la chute du mur de Berlin. Et c'était le moment où la démocratie allait progresser. Est-ce que c'est ce moment clé où on s'est trompé et où, votre livre le montre en grande partie, au bilan, à l'heure du bilan, ce n'est pas tellement les démocraties qui ont progressé. Au contraire, ce sont souvent les régimes autoritaires. En tout cas, il y a un moment, oui, un peu plus tard, où à partir de 2000, les années 2010, le nombre de démocraties, au sens où nous l'entendons, va commencer à régresser. Je crois qu'il avait atteint une quarantaine ou une cinquantaine de pays, mais il va commencer à régresser. Vous savez, il y a des ONG qui font toute cette comptabilité de manière assez précise. Ce qui est frappant dans les événements de Tiananmen, il faut rappeler ce qui s'est passé. Il y a eu des millions de gens qui réclamaient plus de liberté politique. Pas seulement des étudiants, mais des jeunes ouvriers, des jeunes paysans. Et ils se sont installés au beau milieu, sur la grande place, au beau milieu de la capitale. Finalement, l'armée les en a chassés, les a massacrés, il faut bien le dire. Et dans les années qui ont suivi, on poursuivit méthodiquement, systématiquement, tous ceux qui pouvaient passer pour avoir été des leaders de ce mouvement. Quelle est la réaction des Occidentaux ? Le président Bush père, à l'époque, envoie son chef du Conseil de sécurité nationale, le général Scowcroft, à Pékin, en mission secrète. Il ne prévient même pas, je crois, le département d'État, son ministre des Affaires étrangères. Et Scowcroft va dire à Deng Xiaoping, ça ne doit pas changer nos relations. On continue le développement économique ensemble, ça ne doit pas changer l'état de nos relations. Donc c'est ça. Alors on dit qu'on a mis un embargo sur les armes qu'on a livrées à la Chine. Mais fondamentalement, les événements de Tiananmen n'ont aucunement altéré la conviction que les présidents américains et de très nombreux dirigeants européens, je pense que ça devait être le cas notamment en France, la conviction qu'ils avaient qu'il fallait continuer cette relation d'échanges économiques poussés avec la Chine et que, à terme, peut-être un demi-siècle, on ne sait pas, mais à terme, mécaniquement, ça allait provoquer une libéralisation du régime. Non, nous n'avons tiré aucune leçon de ce qui s'est passé en 1969 à Tiananmen. Et à l'arrivée, ça n'est pas que la Chine. Rappelons la carte de Reporters sans frontières. C'est la liberté de la presse, mais ça exprime toutes les autres libertés. Ah, le monde en noir ou en rouge, alors, c'est tout en rouge les pays, mais quand on voit évidemment Russie, Chine, une grande partie du monde arabo-musulman, beaucoup de ces monarchies du Golfe qui violent les droits humains à un très haut niveau et qu'on courtise maintenant, on est obligé de les courtiser à cause du pétrole. Ah, quand même, le panorama est terrifiant. Écoutez, on peut faire ou trois observations. La première, c'est que, encore une fois, si on parle des relations entre États, eh bien, il faut commencer par regarder cette carte. Il ne faut pas se faire d'illusions, il ne faut pas se raconter de salade. Or, il faut qu'il y ait des relations entre États. Je veux dire, vous préférez quoi ? Négocier avec Riyad ou avec Téhéran ? Bon, d'un côté on pend, de l'autre côté on tranche au sabre. Mais bon, voilà. Donc je vois mal comment les Européens peuvent ne pas avoir de relations avec les pays du Moyen-Orient et avec les principaux producteurs de gaz et de pétrole du Moyen-Orient. Ce n'est pas simplement les principaux producteurs de gaz, l'Arabie Saoudite et l'Iran, c'est les plus peuplés avec l'Égypte. Donc c'est difficile de ne pas avoir de relations. Ça ne veut pas dire qu'il faut avoir des relations,
privilégiée, obséquieuse, à coups de déclarations, etc. Mais c'est difficile de ne pas avoir de relation. La deuxième remarque, je trouve qu'on ne fait pas assez, c'est, écoutez, à part le modèle chinois, dont on peut comprendre qu'il a de la séduction pour l'Afrique, pour certains pays africains. On peut comprendre qu'il a de la séduction. Pouvoir autoritaire, développement par l'économie de marché, les échanges, libre-échange. On peut comprendre que ça soit séduisant. Et après tout, nous n'avons pas tout fait, nous non plus, pour le développement de ces pays qu'on appelle maintenant le Sud global, et nous on l'appelle tiers-monde. OK. Mais regardons les régimes autoritaires. Regardez la Russie. C'est un modèle pour qui, la Russie? Pas terrible. Cette espèce de mythe que les régimes autoritaires sont plus efficaces que les démocraties libérales, mais c'est du bidon. Et on l'a vu dans le Covid, et précisément dans le discours d'aujourd'hui de Xi Jinping. Alors lui, il retourne à son avantage, mais la Chine, rappelons ces quelques images qui l'ont montré, qui sont vraiment orwelliennes avec ces drones qui forçaient la population à des conditions épouvantables. Il y a une autre scène, voilà, ça c'est le drone chinois qui passe pour surveiller les gens. Là encore, c'est le contrôle, la nouvelle technologie au service de la dictature. Voilà. On peut même entendre, parce que n'est-ce pas, il y a en plus les messages sonores pour dire restez chez vous, etc. Et puis l'autre image qui est très révélatrice parce qu'elle montre qu'en Chine aussi il y a une volonté de liberté. Écoutez-les. C'est les gens qui crient. Parce que, ça, je crois que parce que ce sont les moments, alors c'était en avril, les moments où le régime forçait les gens à des conditions, là encore, insupportables de lockdown, et qui réagissaient. Écoutez, pourquoi il y a ce confinement massif des vaccins américains ou européens? Mais il a considéré que la manière de traiter la pandémie était une arme idéologique, et que les Chinois avaient toutes les armes, et que le pouvoir central chinois faisait beaucoup mieux que les pagailleuses démocraties européennes. Alain Frachon, un dernier mot sur le grand rêve démocratique, de diffusion démocratique qui se heurte à cette réalité, entre autres chinoise, mais aussi en Russie, etc. Voltaire, le grand rêve des Lumières. Une citation de Voltaire, c'est 1734, je crois, une lettre philosophique. Il parle du rêve que vous évoquiez tout à l'heure, le rêve américain de dire on va diffuser la démocratie par l'argent et tout va bien se passer. Entrez dans la bourse de Londres, cette place plus respectable que bien des cours. Vous y voyez rassembler les députés de toutes les nations pour l'utilité des hommes. Le juif, le mahométan, le chrétien traitent l'un avec l'autre comme s'ils étaient de la même religion et ne donneront le nom d'infidèles qu'à ceux qui font banqueroute. C'était cette magnifique promesse qu'il n'y aurait plus de nationalisme, plus de guerre, plus de guerre fanatique non plus. Grâce à la diffusion du commerce. Bien sûr, et la diffusion du commerce allait l'emporter surtout sur les passions religieuses, sur la passion de refaire des empires, sur la question des frontières, sur l'attachement aux frontières, sur l'attachement à l'uniformité ethnique d'une population. Eh bien non, ça ne s'est pas passé comme ça. C'est pas passé comme ça, pas du tout. Sans tomber dans l'occidentalocentrisme, on aurait pu quand même espérer que le modèle occidental, entre guillemets, mais en fait, il ne faudrait pas dire le modèle occidental parce que c'est le limiter ethniquement. Or, il y a des Chines démocratiques, que ce soit à Taïwan ou, hélas, c'était aussi le cas de Hong Kong, et la démocratie libérale existe ailleurs que dans l'Occident, au sens de l'alliance stratégique entre les États-Unis et l'Europe. Ben non, ça ne s'est pas passé comme ça, Darius. Merci Alain Frachon. La suite de l'histoire dans votre livre Un autre monde, l'ère des dictateurs chez Perrin. Merci beaucoup d'avoir été notre invité. Merci, on revient à l'actualité en Russie dans quelques instants et l'actualité en Ukraine.